Chill. Ça fait plaisir de se retrouver. Ah ouais. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Santé, santé à tous les deux. Alors, petit des bières, des chips et des gauchistes. Sans chips parce que ça fait trop de bruit dans les micros. Je l'indique pour les gens qui verraient plus de chips. Et le problème c'est que genre Marie et Pablo qui mâchent, ça va pas. Et moi aussi. Ça va être ma faute. Et Tu vas le payer ce commentaire. C'est clair. Aujourd'hui, on va parler de une question qui quand même, moi me taraude et j'en recommence un peu à tarauder à mon avis beaucoup de monde. C'est ce que les militants et les militantes, notamment pour la justice climatique, sont en train de déployer en gros comme arsenal d'outils, etc. Notamment liés. Alors, ils ont ils font plein de choses très variées. Ils font à la fois, ils vont jeter de la soupe sur des œuvres d'art ou de la purée ou je ne sais quoi sur des œuvres d'art. Ils vont se coller à côté. Ils vont bloquer des autoroutes en s'asseyant. Ils ont fait ça sur la 6 ou la 4, je ne sais plus. Ils se sont assis pour empêcher la circulation. Et puis il y a aussi la question des occupations. Donc là, il y a une tentative d'occupation à Sainte-Soline pour empêcher que se construise une bassine de rétention d'eau. Donc là, c'est un peu différent parce que là, il y a vraiment une volonté de création d'une zone à défendre sur place. Mais globalement, je voulais savoir dans un premier temps comment vous situez par rapport à ce type d'action. Est-ce que peut-être d'abord vous y avez participé? Est-ce que, comment, c'est pas encore une fois, ce sont des actions non violentes. À la base, hein. Je parle pas des black blocs parce que il y a des gens qui utilisaient la technique des black blocs, notamment à Sainte-Soline. On va dire qu'on les exclut cela de notre réflexion et on parle juste de, en fait, qu'est-ce que d'après vous il suscite dans la société et est-ce que vous voyez ça plutôt d'un bon œil, vous dites putain c'est génial, c'est exactement comme ça qu'il faut faire pour réveiller les gens sur la question climatique, ou est-ce que vous vous dites en fait c'est contre-productif? Moi, je pense que c'est ni l'alpha et l'oméga pour éveiller les gens, ni la solution parfaite pour parvenir à la transition écologique, ni quelque chose à ne pas faire. À mon sens, au-delà de l'aspect performatif, ça témoigne d'abord d'une urgence. Et je pense, quand on a discuté du thème de l'émission, on a aussi parlé de la question de la démocratie liée à la question de l'enjeu écologique. Il me semble que cette question d'urgence, aujourd'hui, elle ressort plus que jamais. Si un certain nombre d'actions prennent la forme qu'on leur voit aujourd'hui, c'est-à-dire se coller à un tableau, monter sur le Panthéon, s'asseoir effectivement au milieu de la 6 ou essayer d'occuper des zones à défendre et faire des manifestations, y compris un peu fortes, dans le cadre de projets très controversés comme celui des bassines, c'est parce que de plus en plus de gens, malgré tout parce que ça touche de plus en plus de gens ont conscience du fait qu'il y a une forme de compte à rebours. Alors, c'est pas du tout positif et c'est pas du tout, on parlait tout à l'heure des arguments qui peuvent être ou non portés dans le débat politique pour permettre la transformation sociale. Est-ce que cet argument du compte à rebours est un argument complètement convaincant et un argument surtout positif qui amène à l'adhésion? Je ne sais pas. Je suis pas certaine. Mais ce qui est sûr, c'est que ce compte à rebours, il existe. Il existe, il est dans des rapports très sérieux, depuis le GIEC jusqu'à RTE, etc. Je veux dire, c'est cette notion de compte à rebours, d'urgence et il n'est pas possible d'attendre l'an 40 pour prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu, elle est présente. Et je crois que c'est d'abord la première chose dont témoignent ces actions, c'est de ce degré d'urgence. Après, est-ce que ces actions sont positives ou négatives? Je suppose qu'elles sont faites pour choquer, pour interpeller, pour faire prendre conscience, pour prendre de la surface médiatique, encore une fois, parce que l'enjeu climatique ou environnemental, il est à la fois très complexe. On le voit dans les rapports du GIEC, on le voit, etc. C'est pas la question des effets de seuil, etc. C'est pas des problématiques simples et faciles à exprimer. Mais pour autant, c'est aussi très présent dans le quotidien des Français, des Françaises, mais des citoyens du monde entier. On a appris hier que le continent européen se
réchauffer 2 fois plus vite que tous les autres continents. On voit bien que jusqu'à il y a 3 jours, il faisait très beau et très chaud. On voit bien que nos récoltes sont l'été cramées par le soleil, à l'automne pourries par la grêle ou la pluie. Bref, donc c'est à la fois très compliqué et très simple. Et peut-être que ces modes d'action permettent de mettre en lumière cette problématique qui en fait a du mal à percer parfois l'environnement médiatique. Et on en a déjà parlé de cette question de la vitesse de diffusion de l'information, des modalités de transformation de passation de l'information, etc., qui sont aujourd'hui un vrai problème pour mener un débat de fond. Et donc, ces actions, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ont au moins le mérite, effectivement, de mettre à l'ordre du jour la question environnementale et climatique. Après, chacun, je veux dire, de l'activisme, il en a toujours existé. Et je veux dire, je crois pas qu'il nous revienne de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de faire de l'activisme. Après, on va avoir chacun notre curseur du secteur dans lequel on trouve que c'est plus ou moins difficile ou plus ou moins acceptable de faire des actions chocs. Il ne viendrait à l'idée de personne de faire des actions chocs contre des enfants ou contre des EHPAD. Et pour autant, la question de la culture, par exemple, peut être un élément difficile pour les uns plus que pour les autres. Là où pour d'autres, le blocage de la 6 qui moi m'impacte pas au quotidien et me semble symbolique et ne pas porter atteinte à des choses essentielles. Et pour autant, le Gugus qui est dans sa bagnole pour aller au boulot parce qu'il n'a pas d'autres moyens de transport pour aller au boulot, il trouve que c'est hyper agressif. Alors moi, je vais commencer par un point positif parce que je pense que je vais être très sévère sur les actions et sur l'état actuel de ce qu'a été le mouvement climat. Bon, la première chose, c'est que je pense qu'il y a une intuition extrêmement positive et intéressante dans le développement, en tout cas du mouvement climat, comment ça s'est passé en France, c'est que ça a commencé par une mise en accusation totale de la classe politique. Les slogans, c'était contre l'inaction climatique, vous êtes tous responsables. Les slogans différents mettaient en responsabilité, vous avez tous échoué, vous êtes tous... Il y avait même des fois des questions générationnelles qui arrivaient dans les Friday for Futures, etc. Vous êtes ceux qui nous avez largué cette situation, enfin laissé cette situation, etc. Et cette modalité de mise en accusation et de mise en responsabilité de la classe politique s'est déclinée avec une intuition qui semble intéressante, qui est celle de la question de la désobéissance. À savoir, puisque on était face à la fois à la question de l'urgence et à la fois à la question de responsabilité auquel on voyait les cadres qui étaient attribués au traitement de la question échouer, les négociations internationales ou les politiques publiques au niveau national, chaque fois la France est condamnée parce qu'elle fait pas les efforts qu'elle devrait, etc. Et même le cadre de l'accord de Paris. Donc il y avait cette idée de désobéissance qui a pris des formes relativement agréables en termes de désobéissance. Quand je dis agréable, c'est agréable pour les pouvoirs publics. On a vu des occupations avec l'autorisation de la préfecture de Paris. C'est quand même un peu c'est quand même le degré, voilà. Et en même temps, moi, ce que je sentais, j'étais allé par curiosité à 2-3 réunions d'Extinction Rebellion pour aller voir le fait qu'il y avait une véritable sincérité à l'intérieur des personnes qui s'engageaient dans ces actions, ce qui fait que il faut jamais condamner à l'avance. Donc désobéissance mal dégrossie, désobéissance très encadrée dans un cadre qui remet un peu en cause ce caractère subversif puisqu'il est très organisé. Mais volonté de choquer et de mettre en avant. Deuxième chose, c'est sur la liste des actions que tu as citées, je mettrais quand même, je séparerais les choses parce que la question du blocage de la 6, tu as raison, non organisé et bloquant des gens qui veulent aller travailler, ça peut apparaître comme compliqué à accepter. En même temps, je tiens à l'idée que par exemple saboter ou mettre en difficulté des infrastructures, par exemple d'énergie carbonée, ça peut être une question. Condition bien sûr de les organiser, de voir qu'est-ce qu'on fait avec les travailleurs qui travaillent sur les raffineries. Ils étaient en grève dernièrement sur leurs conditions de travail. Il y a peut-être des jonctions à avoir là-dessus. Et il y a eu quelques tentatives, je me rappelle plus, c'était Attaque avec et Total et les salariés Total à un moment qui avaient fait une action. Donc il y a des gens qui pensent aussi ça. Mais le problème pour moi, c'est que ils tapent souvent à côté. Ils tapent souvent à côté parce que déjà penser qu'il y a une question climatique, etc. Je pense que ce que l'on doit apprendre, c'est que l'écologie a été un moment de régénération des positions dans la classe politique
et que ceux qui persistent à essayer de la faire vivre comme une question indépendante ou une identité particulière, une grille d'analyse en tant que telle, échouent et échoueront systématiquement. Je donne quelques exemples. C'est à gauche, ça a régénéré tout le logiciel de la gauche, notamment le logiciel communiste. Ça pose la question du mode de production. Ça pose la question, donc, le productisme, mais en fait, qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on produit, et la question de rupture avec le capitalisme. Ça pose la question de l'autogestion, ce que tu disais par démocratie. Qui produit, pourquoi on produit, qui en décide. Ça pose la question de l'émancipation. Est-ce que les modalités de loisirs qui ont été marchandisées, que ce soit le tourisme de masse, que ce soit certains accès à certains loisirs, ça, sont toujours possibles dans un monde où on doit repenser le rapport au vivant? Et troisièmement, ce que j'allais dire, c'est le rapport à l'autre. Le rapport qui était un rapport interpersonnel devient un rapport avec d'autres éléments non humains. Donc toutes ces questions qui étaient posées à la gauche se répercutent. Et dans la gauche, on le voit, qu'est-ce que ça fait l'écologie? Ça reproduit les fractures. Il y a un pôle écologique plus radical qui va être en tendance ou en alliance avec la gauche héritière du mouvement ouvrier plutôt communiste ou en tout cas socialisante, une gauche plus social-démocrate, plus campée sur ses positions. Au niveau centriste, c'est pareil. Au niveau du bloc bourgeois néolibéral, ça a réactivé deux comment j'allais dire, de pensées, de valeurs fondamentales qui sont la croyance dans le marché, le progrès technologique pour régler la situation. Ce qui étaient des positions qui étaient déjà partagées. Et puis même à l'extrême droite, quand ils sont pas genre écologico-sceptiques, quoi, quand ils sont pas sceptiques sur ces questions, je sais plus comment on dit, on voit bien, par exemple, dans le Rassemblement national, une tentative de travailler ça comme un localisme, c'est-à-dire comme une espèce de logique identitaire qui revalide leur grille d'analyse. Donc le problème de ces jeunes gens, c'est qu'ils peuvent mettre les mots capitalisme, etc. Mais enfin, la question pour eux, c'est pas de développer un mouvement capitaliste, c'est de développer une conscience sur le fait qu'il y a un problème avec la planète qui ensuite, si tu l'analyses, fait penser que peut-être que c'est le capitalisme le problème. Et en fait, moi, je pense que c'est ça qui échoue, c'est le fait que tu peux avoir parfaitement raison sur le fond, quand ils expliquent oui mais ce qu'on fait c'est beaucoup moins choquant que ce qui se passe dans la planète, ils ont raison, moi j'ai aucun problème. Sauf que la façon dont ils le font, et ici aussi ils sont prisonniers de leur sociologie. C'est des gens qui ont des manières d'interagir, ils sont pas en train de construire un mouvement de sécession avec l'ordre établi, qui pose du coup la question des alliances avec qui tu le fais, de quel compromis tu proposes, de quelle discussion tu dois avoir avec quelle catégorie de personnes, etc. Et c'est pour ça que pour moi là ça n'a pas d'avenir. Juste rebondir sur une chose, sur la question démocratique que tu évoquais tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi sur le fait que là où ça pose une question démocratique sur qu'est-ce qu'on produit, quand, comment et pourquoi, et qu'il décide. Mais je pense que ça pose une question démocratique beaucoup plus dure. C'est-à-dire que n'existe pas aujourd'hui de mouvement encore, qu'on soit bien clair, je ne souhaite pas que ça existe, hein, mais réactionnaire ou fascisto-écolo. Et pour l'instant, la droite, c'est effectivement plutôt centré sur la question de la technologie et du dépassement des limites planétaires via la technologie. Mais il n'est pas exclu qu'à un moment donné, cette dimension d'urgence qui est problématique avec la question des alliances, du compromis que tu proposes, du chemin à proposer pour aller vers la transition, cette question de l'urgence, elle peut aussi générer une fracture démocratique assez forte et un totalitarisme, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, qui puisse se porter sur la question écologiste à un moment donné, et ça peut être complètement, et si ça doit exister, j'aime autant que ça vienne d'eux que de nous, ça peut être complètement un paradigme de droite, voire d'extrême droite, c'est-à-dire une question de protection contre le reste du monde, de protection contre les pauvres qui seront les premiers à polluer, les premiers à machin, alors que ça n'est pas vrai. Mais pour conserver son droit à polluer, d'être dans la contrainte des droits des autres. Et ça, c'est totalement envisageable. Mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, on est sur la dictature des besoins des riches sur la population générale. C'est le principe du capitalisme. D'ailleurs, on l'habille en démocratie, mais enfin, on est déjà dans ce que tu dis, non? Alors, on subit le fait qu'ils prennent leur jet de merde, qu'ils consomment. Je partage avec toi ce constat-là, et je pense qu'aujourd'hui, et c'est un vrai point qui remonte, je trouve, même juste de ces derniers mois et de tout le débat autour des jets, qui a quand même pris, tu vois, je crois pour le coup. Il y a souvent une différence entre ce qu'est la controverse politicienne dans un microcosme et ce qui touche la société en général. Je pense que cette histoire de jet privé a diffusé
bien plus que beaucoup de controverses entre écolos, radicaux, pas radicaux, etc. Que des gens à qui on explique que cet hiver, ils vont peut-être connaître des ruptures d'approvisionnement en électricité parce que la guerre en Ukraine, parce que mille et une raisons, ils disent bon bah ok, moi je veux bien faire un effort, mais enfin je vais commencer à faire des efforts quand vous aurez interdit les jets. Et je veux dire, et ça a du sens. Et ça a à la fois du sens purement mathématiquement en termes d'émissions de CO2, mais ça a y compris un sens symbolique qui est hyper fort. Je veux dire, on peut pas continuer à dire aux gens, vous allez éteindre le robinet quand vous vous brossez les dents, faire pipi sous la douche et baisser de 2 degrés votre chauffage pendant que d'autres gens vont aller faire 8 fois le tour de la planète avec leur jet privé. Je pense que là-dessus, on touche quelque chose qui est du domaine de la démocratie, pour le coup. C'est-à-dire que là, on se rallie plutôt à une conception démocratique de la question où on se dit, on va avoir une urgence. Cette urgence, elle va générer des contraintes pour tout le monde, ça c'est sûr. Donc maintenant, dans l'ordre des contraintes qu'on va imposer, on commence par le haut et on finit par le bas. Et on s'arrêtera là où on peut. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange là-dedans, c'est que je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais je pense que c'est quand même une vision resserrée du chose. Le débat qui a été posé par les Jets, il est facile à poser parce que l'écart des revenus, l'écart des modes de vie est extrêmement parlant, mais ça conditionne quand même la discussion dans un sens où on a l'impression qu'il y a les grands méchants, les capitalistes d'un côté, et les autres. Et je pense que ça n'est pas le cas. Bon, là, sur le mode de vie, bien sûr que ça serait facile de dire, bon, ben, tu vas pas faire 3 allers-retours Paris Milan dans la journée. La question, c'est pas ça. La question, c'est que ces gens-là sont la personnification d'une abstraction. Cette abstraction, c'est le mouvement de valorisation de la valeur, ce qu'on appelle le capital. Et ces gens-là ils sont engrancés dans des rapports de concurrence, dans des rapports où, en fait, ils ne peuvent pas s'arrêter de fonctionner comme ils le font en capitalisme, parce que sinon, demain, ils font faillite. Ils sont dans des rapports de compétition internationaux à des échelles d'organisation des valeurs qui sont ouf. Et en fait, la question donc, c'est reposer cette question de la rupture avec quoi? Parce que c'est la même chose sur la question de la démocratie. Est-ce que la question de la démocratie, c'est bon, parce qu'on a accès à des institutions politiques qui peuvent prendre des décisions pour la collectivité, on va pouvoir dire ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Ce que je remarque, c'est qu'on n'est pas capable d'interdire un vol quand tu peux faire le trajet en train en moins de 3 heures, et on pense que notre démocratie actuelle peut prendre ces décisions. C'est faux. La question de la démocratie, ça ne tiendrait pas une seconde, parce que le problème, c'est que la démocratie, il faut la développer à d'autres niveaux, et notamment démocratie au sens de souveraineté sur la production. Et cette souveraineté sur la production, c'est ce qui nous a toujours été refusé dans la démocratie libérale, qui considère que la politique, c'est un régime de l'affaire, mais que dans énormément de domaines de la vie, on ne décide pas. Au travail, les travailleurs sont dans une situation de subordination, voire d'assujettissement, d'aliénation et d'exploitation. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que dans tous les sujets, c'est pour ça que tout à l'heure je disais le mot clé, c'est capitalisme. C'est pas parce que j'ai un fétiche sur le vieux modèle ouvrier, etc. C'est de penser que sans la question de poser la sortie du capitalisme, ou en tout cas son sabotage, c'est la question que pose Andrea Mann, par exemple, dans son livre Comment saboter un pipeline. Il dit exactement ce que tu dis. Il y a urgence. Il y a une mobilisation, on voit que le niveau de conscience a progressé ces dernières années. Moi, c'est 15, un peu plus pour ceux qui sont engrangés dans le mouvement écolo depuis les années 70. Avec une tradition de ces actions coup de poing, de ces actions très sectorisées, cela dit. Nucléaire, et puis ensuite les grands espaces, etc. Donc, mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'il y a une question transversale qui va nous rassembler sur d'autres oppressions qui ne sont pas posées dans ce débat, et qu'on connaît, qu'on a déjà discuté, et qui permet de rompre avec une logique qui s'est emparée de l'ensemble des rapports sociaux, de l'ensemble de nos rapports. On est dépendant de ça, on est gouverné par des choses. Mais en gros, ce que tu dis, Pablo, c'est que ces militants et militantes pour la justice climatique ne sont pas assez matures. C'est-à-dire que, en gros, ils n'ont pas intégré dans leur logiciel assez de paramètres pour répondre convenablement à l'urgence de la situation. Non, je dis pas que c'est eux qui sont pas matures. Je dis que c'est nous, en tant que camp social, qui le sommes peut-être pas. En tout cas, il y a des gens qui ont des réflexions sur ces questions et ça, mais dans la possibilité de matérialiser et d'organiser le camp social, on l'avait vu, et c'était le bilan que je tire un peu de la séquence du camp social, c'est qu'il s'est construit, il a eu ses appareils, la NUPES, etc. Mais enfin, le camp social est encore aujourd'hui très très lié à la question purement électorale, par rapport à des constitutions qu'a été le mouvement ouvrier en termes d'organisation de masse, de rapport aux gens, dans la quotidienneté de l'acte et du geste politique. Là, on a des années-lumière. C'est d'ailleurs pour ça que les mouvements d'activistes et de militants sont souvent prisonniers de sociologie. J'ai des potes qui ont écrit sur le mouvement climat, on sait qui c'est qui manifeste.
Pourtant, les personnes qui sont le plus en difficulté, ceux qui ont, des fois, quand ils vivent pas dans les milieux urbains, le rapport, des fois, le plus sain à l'écologie, d'autre part, des besoins les plus développés. Mais ceux qui manifestent, ceux qui sont dans ces activités, et donc, du coup, le mouvement est enfermé dans les rapports que ces gens-là ont au problème. Ils savent que c'est un problème, ils savent qu'il faut faire les choses, mais c'est pas eux qui sont une force d'impulsion pour rompre avec l'ordre des choses. J'ajoute là-dessus que je pense que sur la question écolo, on est en tant que camp social, en tant que camp politique, on est sur le terrain pas très audible parce que les sujets qui remontent dans plein de localités, dans plein de collectivités territoriales, c'est pas des sujets négligeables, mais ce sont des sujets qui ne vont pas rompre l'organisation de la vie locale autour d'une question environnementale ou écologique. C'est-à-dire, on va avoir un projet de chemin de fer, de route, qui va mettre en péril une espèce, etc. Les gens vont se mobiliser et ce sera très positif pour protéger une source, pour protéger un espace vert, etc. Mais ces combats qui sont importants, qui sont intéressants, n'arrivent pas aujourd'hui à incarner localement des ruptures dans le mode de vie. Il n'y a pas beaucoup de collectivités locales qui aujourd'hui incarnent une transition forte, bien que certaines aient amené des évolutions notables dans le fonctionnement dans leur propre fonctionnement. Et je peux penser à Paris en premier. Ceci étant dit, je pense qu'en plus, on n'est pas non plus compétent ou mobilisé sur les sujets techniques. C'est-à-dire là aussi, mis à part des micro-niches, s'organise aujourd'hui un nombre incalculable de débats techniques, de tentatives techniques de transformer à la fois notre appareil de production d'énergie, notre appareil de consommation, etc. Et aujourd'hui, on n'est pas non plus capable de porter, de transformer ces questions techniques en questions politiques et d'être présent et mobilisé sur ces aspects-là. On n'arrive pas à faire levier sur ces questions-là. Or, elles sont aujourd'hui au cœur de l'action de l'État. Je veux dire, on va pas se mentir non plus. Au ministère de l'écologie et de la transition écologique, je sais plus comment il s'appelle. Il n'y a pas d'abandon de ces questions. Je veux dire, les gens, ils bossent et ils essayent de bien faire, et ils essayent de bien faire avec des commandes politiques. Et leur travail, c'est d'exécuter la commande politique. En face, l'alternative, ce que nous devrions incarner, aujourd'hui, n'arrive pas à peser avec un contre-modèle. À dire, au-delà de la présentation d'un contre-budget, etc., qui ne sont pas des choses négligeables, hein, loin de là, mais elles n'arrivent pas à les incarner dans le débat politique et à en faire un combat pour dire, non, vous proposez le scénario 1 et nous, on vous propose le scénario 2, et ce scénario 2, il est crédible, et il est visible, il est imaginable aux yeux de nos concitoyens, et donc on arrive à faire un effet levier. Aujourd'hui, on n'est pas sur ces questions-là non plus. Donc, on a une vraie difficulté, au-delà des chicailleries, comme on dit, qui nous occupent trop. En fait, moi, ce que je pense, par rapport à, je prolonge un peu ce que vous venez de dire, je pense que le principal problème n'est pas tant un problème plutôt, ce que proposent en fait ces militants et ces militantes, c'est un témoignage. C'est-à-dire ils disent, voilà, genre c'est terrible ce qui se passe, il faut absolument qu'on agisse le plus vite possible, etc. Ils ne proposent pas, comme tu l'as très bien dit Pablo, une construction politique alternative, ou en tout cas ils veulent même pas. On n'a même pas l'impression en fait qu'ils s'inscrivent véritablement dans une proposition de dynamique sociale alternative par rapport à ce qui est en train de se faire actuellement. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je leur reproche. Mais et ce côté témoignage me pose aussi question, parce que vous l'avez pas dit, mais moi c'est quelque chose que je ressens pour en plus être du côté médiatique, on va dire. Moi je trouve qu'on parle énormément de la question du réchauffement climatique, on parle énormément des questions écologiques dans les médias, qu'ils soient mainstream ou pas. Pas forcément bien, hein. Enfin parfois c'est pour péter la gueule aux écolos et dire de toute façon genre il fait chaud, c'est bien, etc. Mais en tout cas ça revient énormément. Donc du coup je me pose la question de savoir à quoi ça sert en fait de faire un témoignage sur un truc dont on parle déjà énormément. Et j'ai pas l'impression que tout à l'heure, dans ta première prise de parole, Marie, t'as utilisé le mot adhésion. T'as dit, je ne sais pas, en fait, si vraiment ce type d'action
créer de l'adhésion envers genre la cause de la justice climatique. Je pense que c'est une question qui est importante et pour autant, je vois aussi que si on prend nos ancêtres, nos aïeux, tu vois, où il y a pu y avoir de l'activisme, même de l'activisme violent, ils en avaient à peu près rien à foutre de la question de l'adhésion. Enfin, je veux dire, quand Mary Richardson, une féministe britannique, elle lacère un tableau parce que qui représente une femme opulente et à moitié nue, et elle le fait pour des raisons féministes. Elle en a absolument rien à foutre de savoir si ces messieurs dames de la bonne société britannique allaient trouver que son geste était fantastique et allaient devenir le lendemain, après avoir vu son action, féministe. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les mécanismes en fait pour lesquels ces militants et ces militantes se motivent en fait à consacrer quand même une partie de leur vie, parce que derrière il y a parfois des gardes à vue, il y a une prise de risque qui est quand même très importante de la part de ces. Tout à l'heure tu l'as un peu nié, mais genre je veux dire maintenant ils finissent en garde à vue, hein, ceux qui ont bloqué le Bourget, ceux qui ont ce matin on a appris que les filles qui avaient jeté de Just Stop Oil, qui avaient jeté de la soupe sur le Van Gogh, elles ont été condamnées à 2 mois de prison. Enfin, je veux dire, c'est pas négligeable en fait les risques qu'ils prennent. Et j'en viens au point en fait sur lequel je voulais vous interroger aussi, c'est la question générationnelle. C'est parce que vous l'avez dit du bout des lèvres, mais c'est quand même des jeunes qui sont dans des jeunes, et quand je dis des jeunes, c'est des très jeunes. Hein, ils ont en gros entre 16 et 25 ans qui se mobilisent. Est-ce que au-delà, enfin d'ailleurs, c'est un appel aux parents. Enfin, je veux dire, pardon de te couper la parole, mais pour moi, c'est quand même s'il y a s'il y a une adhésion possible à l'issue de ces actions, c'est quand même de la génération de tous ces parents pour qui, le réchauffement climatique, on veut bien faire des efforts au quotidien, essayer de bouffer un peu plus bio, acheter des lingettes biodégradables et du pec citron arbre. Mais on se sent démuni et puis on n'est pas prêt à générer de l'activisme demain matin. Et il y en a plein. Bon, à un moment donné, de voir des gamins de l'âge des tiens, soutenus par les tiens, qui font des grèves Friday for Future, qui vont se coller au mur ou à Roland-Garros. Bon, il y a un moment donné, tu peux quand même te rendre compte nécessairement. Donc ça va pas avoir une certaine efficacité. Alors, je pense que ça peut générer une répulsion totale en se disant, mais comme il y en a par ailleurs toujours eu dans les relations intergénérationnelles, qu'est-ce que c'est que ces branleurs de la génération d'après et en même temps, vu la gravité de la question, qui, comme tu le dis assez justement, est quand même documentée, partagée, etc., peuvent aussi se dire, zut, je le voyais comme un horizon très lointain, quelque chose qui atteindrait 3, 4 générations après moi. C'est grave, mais j'ai pas beaucoup de prise sur le sujet. Bon, maintenant, mes enfants ou mes petits-enfants sont en train de me dire ça crame au bout de mes pieds et maintenant, c'est pour tout de suite, quoi. C'est pas pour... Et je crois quand même que ça génère quelque chose de ce domaine-là. En tout cas, si ça... Voilà, après, pour le reste, pour moi, ça fait du buzz médiatique et probablement que ça met des choses à l'agenda. Et en tout cas, ça met... Je crois quand même qu'on peut pas nier que ça met une pression sur l'urgence que ça représente pour la génération d'après. Du coup, c'est clair. Je m'engouffre là-dessus. Moi, je pense que on peut le nier. Je pense que ça conforte les gens dans les positions qu'ils ont déjà. Je me colle sur un tableau de Van Gogh. Une partie des gens qui sacralisent l'art comme quelque chose de précieux et de supérieur et qui a des goûts culturels exprimés là-dessus va crier au scandale. Et ça, c'est une partie, notamment du camp réactionnaire, qui va avoir un rapport sur la fétichisation des choses, alors que, voilà, Van Gogh, je suis allé au musée à Amsterdam plusieurs fois, j'aime bien ça. Mais c'était à la National Gallery. Ouais, là, c'est celui-là, ok. J'y suis allé aussi. Mais peu importe, tu vois, le modèle de vie petite bourgeoise, mais peu importe, ça conforte les gens dans leur goût, tu vois. Donc ceux qui seraient prêts à être scandalisés par ces actions le sont. Ceux qui veulent défendre le geste parce qu'on s'est dit, ils ont raison sur le fond, même si on peut ne pas apprécier, vont les défendre et on est toujours dans les mêmes situations. La question c'est, est-ce que ça continue de mettre la pression? Je ne sais pas. Ce qu'on disait, là, il y a eu une avancée phénoménale du phénomène de conscience qui a régénéré les appareils politiques, les lignes politiques, puisque dans tous les partis, on est obligé de se repositionner. C'est que l'effet de masse est arrivé à des limites de ce que je disais tout à l'heure. C'est que de là à ce que ça mobilise personnellement et politiquement des individus dans la question de leur quotidien, on est quand même loin.
encore une fois, il y a beaucoup de gens qui l'ont exprimé notamment comme un rapport qualitatif, un besoin qualitatif, et pas quantitatif au sens matériel du terme. C'est les gens ont besoin de meilleure qualité de l'air, meilleure qualité de vie, etc. Et c'est pour ça aussi que ce mouvement-là, il s'est inscrit dans une sociologie, et notamment électorale, qui est une sociologie des gens qui ont déjà matériellement des positions plus assurées. Je rappellerai dans ce pays qu'en France, les écolos, ils ont 2 conditions pour faire plus de 10%. Soit il faut que 50% de la population ne vote pas, à savoir les classes populaires, soit qu'ils soient en alliance avec toute la gauche pour être portés, comme ça a été au municipal. Bon, c'est quand même triste comme bilan, hein, pour des gens qui s'installent sur le truc. Pourtant, ils ont c'est le paradoxe. Ils sont, dans des difficultés d'installation, et en même temps, la vision globale et ce qu'ils ont porté en solitaire pendant des années a régénéré le champ. Bon, la question, c'est du coup, maintenant, tu disais de la répression. C'est intéressant. Effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la désobéissance tranquille, etc., on commence à passer un cap. On les appelle des éco-terroristes. Non, mais voilà. Mais ça, par contre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que la réaction est très forte en face. Et pourquoi? Parce que, déjà, il faut prévenir. Parce que ce que je disais tout à l'heure sur les actions, saboter un pipeline, pour citer Malm, ou aller bloquer les infrastructures pétrolières, détruire. Quand on passe à ce niveau-là du rapport de force, la répression, elle existe. Allez voir les militants animalistes radicaux qui interviennent dans des usines, qui font se libérer les animaux. Eux, ils connaissent, hein, les gardes à vue, comment on appelle ça, les perquisitions et la prison. Et pourtant, ils font ça depuis 30, 40 ans, hein. Donc la question, c'est qu'il faut prévenir. Il faut prévenir. Là, en plus, on a besoin de taper fort parce que vous comprenez, ils sont allés enfreindre la loi. Mais la répression va venir au fur et à mesure que le mouvement soit dangereux et qu'en même temps, on a besoin de justifier leur encadrement, leur dire calmez-vous. Mais tu disais un truc très intéressant. On discute beaucoup écologie sur les plateaux, questions climatiques, etc. Mais quel est le mot manquant? C'est le mot capitalisme. Encore une fois, c'est pas une obsession à pas. Lordon, il a fait une vidéo qui a buzzé là sur l'éco-anxiété, je sais pas si vous avez vu. En disant, on psychologise éco-anxiété et puis à la fin, il y a plus de contenu. Mais c'est vrai, dans le traitement de cette question, il y a plus de contenu. Le contenu fondamental, c'est nous sommes gouvernés par des lois abstraites de valorisation de la valeur, de mécanismes de concurrence, etc., qui nous dominent complètement dans le rapport. Et c'est ces lois-là qui sont en train de détruire la planète, pas que les individus. C'est le fonctionnement général. Donc, ensuite, c'est à quelle échelle on l'utilisait. Les collectivités territoriales ont du mal à répondre. Mais même les projets alternatifs, ce qui est hyper intéressant sur Notre-Dame-de-Léon à l'époque, c'est que c'était pas contre l'aéroport, c'était contre et son monde. Ils ont réussi à gagner parce qu'ils ont produit autre chose. Ils ont produit une micro-société qui était un projet politique qui a dépassé le rapport individuel de base. Entre des agriculteurs, des mouvements autonomes, des mouvements écolos, ça a fait fusion dans un... Mais ensuite, c'était un extérieur du capitalisme très très dépendant du capitalisme, hein, parce qu'en fait, c'est pas un projet qui est en capacité de reproduire, c'est ce que dit Lord aussi, les moyens de sa reproduction. On n'avait pas d'outils, on était dépendant de l'extérieur. Donc c'est ça le problème fondamental, c'est que on ne peut pas non plus à des échelles locales complètement lutter contre des lois générales. Les bassines, c'est la même chose. Pourquoi il y a des bassines? Parce que en fait, on crée un projet qui ensuite est complètement aberrant au niveau écologique, mais derrière, c'est une question de valeur. C'est à qui on va utiliser, pourquoi on va utiliser l'eau, pour favoriser des agriculteurs, des acteurs économiques. On va pouvoir utiliser une eau qui est entre guillemets, très en gros guillemets, gratuite dans le système de fonctionnement, parce que c'est les nappes phréatiques, c'est de la nature, on compte pas. Mais dès qu'on l'a privatisé, dès qu'on l'a organisé et qu'on est prêt à la marchandiser, ça devient de la valeur. Encore une fois, les lois abstraites. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais juste, il y a une question en fait qui pose ces militants et ces militantes écologistes, c'est est-ce que l'on peut, en tout cas eux c'est leur proposition de problématique pour toute leur vie, tu vois, c'est qu'ils ont envie de tout subordonner finalement à la question écologique. Et c'est ce qu'ils disent un peu, c'est ce qu'ont dit les militantes quand elles sont allées jeter de la soupe sur le Van Gogh. Elles ont dit, à un bout d'un moment il va falloir choisir, c'est l'art ou c'est la vie. On peut pas choisir les deux, tu vois. Et en vérité, bon, moi, ça me dérange énormément, parce que je pense pas qu'on doive, choisir l'art ou la vie. Enfin, c'est impossible, en fait, comme choix. Mais au-delà de cette question-là, est-ce que tu ne penses pas que se poser la question, enfin, tu vois, dire, bon, bah là, c'est leur point de départ. Hein. Leur point de départ, c'est de dire, si on continue comme ça, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, le monde n'existera plus. C'est-à-dire qu'on va vers la fin de l'humanité, voire vers la fin de toute la vie sur Terre.
pourquoi est-ce que cette première question-là ne pourrait pas les amener vers précisément ce que tu racontes depuis tout à l'heure, Pablo, c'est-à-dire un questionnement sur les règles qui fondent aujourd'hui nos économies. Et ces règles, elles sont avant tout capitalistes. Et donc, ça peut aussi les enjoindre à remettre en question ces règles. Et d'ailleurs, le plus souvent, moi je suis désolé, je suis pas aussi sévère que toi sur qui ils sont et ce qui les motive exactement. C'est que le plus souvent, moi j'entends le mot capital lorsqu'ils parlent. Ils se disent anticapitalistes. Et ils ont pas peur de le dire. Et donc du coup, c'est juste qu'ils sont pas, effectivement, ils sont pas inscrits au Parti communiste ou à la CGT. Ça c'est leur spécificité. C'est-à-dire que ils sortent en dehors, ils sont dans des cadres qui sont pas les cadres habituels où toi t'as été au JC, etc. Et c'est ça qui t'a formé. Eux, ils ont pas été formés par ça. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'ils arrivent à une conclusion qui est si différente de la tienne. Mais je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. Et c'est la difficulté de mon propos, c'est que je suis d'accord il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que quand je disais il n'y a pas le mot capitalisme, ils l'ont, je les disais, dans leur contexte d'analyse. Donc c'est la source. Mais ils ne l'expriment pas comme le rapport qu'il faut travailler. Quand tu dis il faut choisir entre l'art et la planète, c'est que tu as déjà renoncé à l'idée qu'on peut vivre avec la planète et l'art dans des conditions d'organisation différentes du vivant. Et c'est ça mon problème. C'est que c'est pas, et c'est peut-être aussi une adaptation, disons, mais putain, c'est tellement urgent. Dans 15 ans, il y aura plus rien, donc on est obligé. Moi, je pense qu'en fait, dans 15 ans, il y aura quelque chose. Simplement, regardez tous les films catastrophes sur des modes écologistes. Je sais plus avec qui on en parlait. Je crois que c'était entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les riches qui sont dans des sociétés hyper protégées en haut. C'est toi qui avais dit ça, non? Ensuite, il y a les pauvres qui sont. Et qu'est-ce qui reste fondamentalement dans The Snowpiercer, ce qui reste fondamentalement, c'est la lutte des classes, elle continuera. Ils ont créé des bunkers de riches où ils s'enferment pour pouvoir vivre en isolation. C'est-à-dire, il sera là, ce monde-là. Alors, je peux comprendre, il y a une tension en temporalité qui est la première temporalité de on est dans l'urgence, on doit stopper, donc il faut faire des choix, et ça fait partie des réflexes qui permettent de changer la société. Il y a des gens qui changent leur comportement, qui donnent des alertes, et c'est un mouvement qui est important, et en même temps, il ne faut pas que ça soit l'abandon de l'idée qu'on puisse organiser autrement les choses. Et pour organiser autrement les choses, il faut avoir une proposition de prise du pouvoir, de prise de l'appareil total, qui est le pouvoir politique et social, au sens des entreprises, de la production, etc. Et ça, c'était le grand projet communiste. Je dis pas qu'il faut être au Parti communiste. Tu sais bien que moi, j'ai pas de fétiche, je l'ai quitté, etc. Mais cette proposition englobante d'émancipation, de contrôle, de souveraineté collective, etc., je ne vois pas, sans qu'elle se repose, à quel moment on va pouvoir stopper, justement, ces trucs-là. Et je suis d'accord, ils ont une vraie conscience. Tu disais tout à l'heure, c'est un truc générationnel. Oui, je pense que ce que ma génération a connu comme les mouvements lycéens, etc., comme moment de formation militante, bah là, c'est simplement qu'ils le vivent sous cet aspect-là, ce qui est hyper intéressant. Et je suis sûr que, et même le vote le montre, plus ils sont engagés dans des comportements, par exemple, alimentaires et de boycott, etc., du choix des produits, plus il y a un sentiment anticapitaliste. Là, on a des études. Oui. Donc, il n'y a pas de rupture. Il y a des ruptures sur la façon de se positionner dans la visée et dans l'échelle sur laquelle tu luttes. Marie, le mot de la fin? Ouais, il y avait énormément de choses dans ce que vous avez dit. Moi, je veux dire quand même un premier mot sur la question de la condamnation comme éco-terroriste. Je crois quand même que les mots ont un sens et que le terrorisme, peut-être qu'on viendra d'être que terrorisme, mais enfin, on n'y est pas. Et là aussi, je crois, y compris pour quelqu'un comme Macron, dont on a pu débattre des positions, etc. Je veux dire, on est en train de franchir à chaque fois des barrières qui sont des barrières symboliques, pratiques aussi, importantes et graves. Graves parce que on ne peut pas vivre sur le mensonge de l'action climatique parce qu'elle rejoint cette question de l'urgence. Je rejoins tout à fait ce que tu as dit sur le fait que il faut que tout ça s'incarne à la fin dans un projet englobant et qu'il y a un défi à la fois pour les forces de gauche et à la fois pour les militants écologistes qui ne sont pas tous mineurs à transformer cet activisme dans une capacité à être majoritaire. Parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, et donc quand je dis majoritaire, c'est donc à emporter le pouvoir. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il défende un modèle dictatorial. Encore que on pourrait, tu vois, se poser des questions. Je suis pas sûre que tous soient dans des grands démocrates convaincus. Probablement une très grande majorité, mais pas tous. Et la question de l'urgence
peut poser la question de la démocratie. Donc, je crois qu'on doit aboutir à ce schéma. Je crois qu'ils ont un pas à faire pour se poser la question de comment ils s'insèrent, ils utilisent, ils alimentent les structures partisanes, ou partisanes au sens large, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, etc., les structures d'organisation collective au-delà de la sphère associative pour prendre le pouvoir et transformer la vie des gens. Après, je pense quand même que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ils n'ont pas la vision individuelle de cette transformation. S'ils l'ont, je rejoins ce que disait Pablo, je crois qu'ils l'ont. Mais est-ce que c'est ça qu'ils arrivent à transmettre dans leur action? Je partage le point de vue de Pablo en disant je ne suis pas sûre. Est-ce qu'aujourd'hui la gauche, même rassemblée, a une alternative qui fait système autour de la question écologique? Je ne suis pas sûre non plus. Et je pense en ça qu'on a encore, Pablo disait, ça a reconstruit, régénéré tout un logiciel de pensée. C'est vrai. Je pense que nous ne sommes pas aujourd'hui allés au bout de l'exercice. Ce que je disais par la maturité du camp social tout à l'heure. Hein. Mais c'est vraiment sur l'écoterrorisme, parce que ça a déjà existé, hein, l'écoterrorisme. Vous regardez les années 70-80, etc., notamment des actions, que ce soit sur les centrales nucléaires ou sur, notamment, ce qu'on disait, les industries qui mettent en cause le bien-être animal, ça existait plein de fois. Donc c'est pas étonnant que ça revienne. Là, ça revient sous la forme hystérique de la réaction qui, à chaque fois, surexagère le terme de l'adversaire. Et puis, les mots ont un sens, et en fait, l'urgence, et c'est là où, moi, je crois qu'on n'aura pas à choisir entre l'art et la vie, parce que tant qu'il y aura de la vie, il y aura de l'art. Il y aura pas de tout, il y aura pas forcément à bouffer, mais il y aura de l'art, pour plein de raisons. Donc je crois qu'on ne choisira pas entre l'art et la vie. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, la question de la survie de l'humanité, parce que c'est pas la survie de la planète elle se portera très, très très bien sans nous, la survie de l'humanité et des conditions de vie de l'humanité se pose, et que la question est suffisamment grave et documentée de manière très très sérieuse, encore une fois, pour qu'on puisse se dire qu'un ministre de l'Intérieur et un gouvernement de la 6e puissance mondiale ne dédaignent pas avec autant de simplicité l'action, encore une fois, que je sacralise pas, que je soutiens pas forcément dans toutes ses formes, etc., de beaucoup de jeunes gens qui aujourd'hui disent je crois que cette situation est urgente. Et quand on dit effectivement, peut-être qu'il y a une forme de psychologisation dans l'éco-anxiété en même temps, je crois que si elle est autant utilisée aujourd'hui comme expression, c'est parce qu'elle a une traduction dans la vie d'un nombre croissant d'individus. Depuis la prof qu'on voit en interview au Bassine qui dit mais moi j'ai traversé la France, je suis pas partisane machin, mais je suis très sensible à la question écologique depuis que j'ai ma fille qui a 6 ans et que je me dis que elle verra pas le monde comme je le vois, jusqu'au cadre moyen qui se dit est-ce que je fais des enfants aujourd'hui, qu'est-ce que je vais leur léguer? Et je pense qu'aujourd'hui ça se pose aussi matériellement pour les gens. Et donc je trouve, dans ce cadre-là, encore une fois, sans soutenir forcément toutes les formes de mobilisation qu'on a évoquées ce soir, je trouve que balayer d'un revers de main ces actions en caricaturant les intervenants comme des écoterroristes qui parleraient d'un problème marginal et local, je trouve vraiment qu'on est pour moi, c'est un peu un monde parallèle. Mais il prépare le terrain. Parce que, en fait, si le mouvement écologiste actuel devient sérieux, c'est-à-dire s'il s'attaque, comme je disais tout à l'heure, vraiment à la production, au capitalisme dans son fonctionnement, c'est en disant vous êtes en train de tuer des gens parce que vous produisez du pétrole, vous avez réinvesti dans les énergies carbonées, on va défoncer vos centrales, on va défoncer vos raffineries, etc. Et il y aura de l'écoterrorisme dans les prochaines années. C'est ça la question. Mais fondamentalement, quel est le rythme d'accélération du mouvement climat? On a fait la conscience, on a des mouvements massifs, plus ou moins massifs au départ. Quelle est l'étape d'après? L'étape d'après, c'est l'écoterrorisme. Donc ils ont intérêt. Non mais ils ont l'intérêt de poser le terme maintenant pour des actes, pour que ensuite ça soit banal et que en plus quand il y aura encore une fois un local de stockage, un truc qui prend feu parce que des gens y ont mis feu, que ça pète un câble. Ça a déjà arrivé, hein. Je veux dire, si vous regardez, encore une fois, dans comment saboter son pipeline, dans un certain nombre de pays du Sud, des destructions de pipelines, de constructions pétrolières, etc., pour résister par des populations locales mises en danger par ça existait. Et voilà. Donc, si le mouvement climat
Et un temps soit pour sérieux, la radicalisation va arriver vers ces actions-là. Donc, Sauf à ce qu'on se bouge sérieusement. Enfin, là encore, moi, c'est peut-être là qu'on a, comme d'habitude, un point de désaccord. Moi, je pense que cette question de du tomber un jour dans l'écoterrorisme qu'on ne connaît pas aujourd'hui, elle peut se présenter, sauf à ce qu'on se soit bougé massivement d'ici. Ce sera l'objet de notre prochaine discussion. Allez, il est épuisé. Insurrection. Ce sera la prochaine fois. Faut-il ou pas une insurrection? j'ai vu les faut-il ou pas le terrorisme, on va passer Le terrorisme. un peu du terrorisme. Allez, Merci moi.